disons que quand j'étais étudiant, voilà, je voulais écrire, c'est vrai, voilà, ça m'intéressait, parce qu'il y a toujours une partie mémoire et une partie projet, ça m'intéressait, et puis aussi ça m'intéressait de faire des projets, j'étais plutôt bon en projet, donc vous voyez, je voulais vraiment faire les deux choses à la fois. Quand j'ai commencé, moi j'ai travaillé à une agence, chez mon prof, qui s'appelait Montes, je ne sais pas s'il est encore très connu, et puis chez Port-au-Bar, un tout petit peu avec Patrick Berger. Ce qui m'intéressait surtout, c'est les concours. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'écrire sur les projets. Donc, je me rappelle, chez Port-au-Bar, fréquemment, c'est moi qui écrivais les textes des concours, si vous voulez, et je faisais des concours. Voilà. Après, quand j'ai arrêté, eh bien, j'ai continué à faire des concours, et j'ai eu les albums de Jeune Architecture. Et en fait, les albums de la Jeune Architecture, ça paraît bizarre, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu... Vous voyez, il y a des moments où ça va très bien, l'architecture, après ça redescend, et c'était vraiment un creux de vague. Là. Et donc c'était un peu une crise. Et après, enseignement aussi, bon, très rapidement, je crois, j'avais commencé à essayer de rentrer dans les écoles. Et en fait, c'était pas tellement évident à l'époque. J'ai pu rentrer dès qu'on a fait un concours national, si vous voulez. J'ai été titularisé tout de suite. Voilà. J'ai commencé à enseigner donc, à Rouen à l'époque. Et puis aussi, j'ai été vacataire à Rennes. Et je sais pas, je m'étais fait un peu piéger. Et j'ai vraiment enseigné. D'un coup, j'ai vraiment enseigné. C'était en 91. Et quand j'ai eu les albums, c'est vrai que très bizarrement, voilà, j'ai pu à la fois être enseignant. Et puis, on m'a demandé d'écrire dans des revues. Voilà, donc j'ai écrit dans une revue au départ qui s'appelait L'Homme et l'Architecture, et qui n'existe plus, qui a disparu tout de suite après. Et puis après dans AMC. Puis j'ai écrit pas mal dans des revues en Grèce, voilà, parce que j'avais des contacts avec la Grèce à l'époque, et j'y allais souvent. J'ai fait pas mal de concours là-bas. Et c'est là où effectivement j'ai organisé des expositions. Et puis après j'ai été commissaire du pavillon grec, là, donc à Venise en 2002. Voilà, donc voilà, et puis maintenant depuis 2005, j'écris régulièrement dans DA. Oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire qu'à un certain moment de ma carrière, c'est vrai, j'ai peut-être fait plus de projets, plus de concours, j'ai moins écrit. Et là, c'est vrai, je suis plutôt dans une phase où j'écris plus, parce qu'on me demande beaucoup d'écrire, c'est vrai, et je fais moins de concours, et je construis moins. C'est vrai. Mais je pense que je pense pas que ce soit une situation qui va durer, ça va changer. D'accord, on parlait de la vague et ça va. Voilà, oui, ça va. J'ai pas du tout abandonné la construction et puis l'architecture, pas du tout. Il faut arriver à développer son propre univers, voilà. Et puis il faut peut-être aussi arriver à développer son propre langage architectural. Voilà. Et je vois des gens comme Porzampa, par exemple, c'est vrai que c'est quelqu'un qui revient toujours sur ses projets, qui réfléchit, travailler sur l'îlot ouvert dans la salle Masséna. Quelque part, tout cet îlot ouvert, ça lui est venu donc de son premier bâtiment, c'est l'immeuble de la rue des Hautes-Femmes, vous voyez. Effectivement, il devait faire juste un bâtiment. Plutôt que de faire un bâtiment, il a fragmenté, et puis il a créé donc un fragment de ville complètement. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est notamment Nico Poinarsenal, vous voyez, arriver à rentrer comme ça dans un monde qui est défini par un architecte. C'est vrai qu'il y a un très beau livre de Nelson Goodman qui s'appelle L'art de construire des mondes. C'est pour les artistes, vous voyez, donc effectivement un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de construire un monde. Voilà. Donc je pense que quand on est étudiant, eh bien c'est important donc, vous voyez, de penser à ça tout de suite. Voyez, voilà. Essayer de construire son propre. Ça va être un peu prétentieux, d'être un petit peu ambitieux, mais je crois que c'est bien quand même tout de ne pas se laisser aller comme ça, puis répondre tout de suite au coup par coup, vous voyez, mais développer quelque chose, développer une sorte de vision du monde dans ses projets, dans ses textes. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, à la fois, c'est vrai que peut-être il y a la volonté de tout recommencer à zéro, de tout repenser à zéro, malgré tout, vous voyez, donc les projets antérieurs, ils ont quand même une inertie, vous voyez, et donc je développe, disons, comme une sorte d'entretien infini avec ce que j'ai fait auparavant, et c'est beaucoup plus fort que dans les questions de cycle ou de programme, même si effectivement, le bon projet, c'est un projet qui arrive, malgré tout, à s'inscrire parfaitement, il y a répondre à son programme, mais a priori, c'est pas forcément, donc, disons,
ce à quoi je pense tout de suite. Oui. Parce que je pense ce à quoi je pense tout de suite, c'est plutôt à développer, continuer à développer mon monde dans un certain type de contexte. Bon, ça peut être très prétentieux, mais bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas si je serais d'un bon conseil, mais ce que je pense, les rôles ne sont plus vraiment fixés. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher, ou oui, il faut pas croire que vous allez toujours rester dans le même état d'architecte, voyez. Non, il faut savoir que les frontières bougent, et que construire, bon, effectivement, c'est concevoir le bâtiment, l'architecte le conçoit, mais il est aussi conçu par le maître d'ouvrage, il est aussi conçu par l'entreprise, il est aussi conçu... Et donc, il faut arriver à comprendre ça, vous voyez. Il faut déplacer les frontières, et il faut peut-être des fois penser comme un promoteur, penser comme une entreprise. Et je pense que c'est vraiment hyper important aujourd'hui. La première exposition que j'avais fait là sur Athènes, c'était un concours que j'avais organisé, j'ai fait ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, j'avais pas un financement, on m'avait pas dit fais ça. Donc c'est moi j'avais décidé de faire ce concours, j'avais appelé les gens que je connaissais, donc je n'étais pas payé. Et puis après, petit à petit, ça commençait à... J'avais trouvé une revue pour le publier, et puis après, voilà, j'ai trouvé un lieu pour l'accueillir, et après j'ai trouvé des financements, et puis donc l'exposition a pu se faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'avais lancé aussi un cycle de conférences, mais il y a longtemps à l'école de Versailles, c'était inventer la demande, anticiper la commande. Voilà. Et je pense qu'il faut avoir cette qualité-là. Donc, pas seulement pour les expositions, mais aussi donc, pour les bâtiments. Vous voyez. Mais même, je pense, pour tout, parce que, vous voyez, voilà, il n'y a plus rien n'est stable. Bon, moi, je vois, par exemple, j'écris dans une revue, et je vois que les revues, c'est fini, quoi, c'est clair. Tout change, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si on veut être critique, eh bien, on est obligé d'inventer son propre support, mais il faut savoir... on est obligé d'inventer, donc il faut faire des blogs, faire des tweets, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire écrire un article, parce que personne ne le fera, et il faut donc aller sur Internet, construire son propre site, vous voyez, et ensuite, économiquement, c'est pas viable, même avec la publicité, mais par contre, vous pouvez après peut-être avoir des retombées, faire des conférences, et puis voilà. Oui, vous êtes obligé d'inventer, donc il faut pas. D'ailleurs, même pour les écoles, je pense à un truc. Moi, Versailles, par exemple, des fois, je pose la question parce que on dit que Versailles est une bonne école, mais justement, c'est une bonne école, mais c'est pas forcément les bonnes écoles qui vont former les bons architectes de demain. Parce que demain, si vous voulez, les bons architectes sont les gens qui comprennent que rien n'est stable, tout flotte, il faut tout faire soi-même pratiquement, il faut effectivement donc, se mettre à la place des promoteurs, regarder un terrain, non pas seulement en tant qu'architecte, mais demander en tant que promoteur. Moi c'est vrai que je ne l'ai pas fait souvent, mais à un moment donné je suis allé voir des maîtres d'ouvrage. En fait ce qu'ils demandent c'est qu'on leur apporte des opérations, vous voyez, qu'on leur apporte des terrains avec le projet dedans. Ils ne veulent pas, vous simplement comme ça les intéresse pas, ils veulent pas. Voilà, ça les intéresse pas. Il faut vraiment former des gens qui sont peut-être des bons dessinateurs, des bons concepteurs, mais ça suffit pas. Il faut vraiment former des sortes de corsaires ou de pirates, vous voyez, qui sont capables effectivement de comprendre que voilà, il faut y aller. En fait, rien n'est stable, et il faut prendre de l'argent dans la poche des gens, mais il ne faut pas attendre qu'on vous apporte tout sur un plateau, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est plutôt les mauvaises écoles, qui ne sont pas très organisées, qui font les bons architectes. Pourquoi? Parce que dans une mauvaise école, si vous voulez, les bons élèves, ce sont ceux qui sont capables effectivement de s'inventer un cursus, vous voyez, en changeant par exemple, en repérant les profs intéressants, et puis en étant capable de tout faire pour les suivre, vous voyez, pour aller avec eux, vous voyez, qui sont capables donc de partir à l'étranger tout seul, parce que l'école est incapable de faire des voyages, et d'aller voir les bâtiments. Et en fait, les bâtiments, on les voit vraiment quand on part tout seul, mais c'est pas vrai, c'est pas quand on est avec son prof, on voit des trucs, c'est pas vrai. Donc, c'est plutôt les mauvaises écoles qui forment les bons architectes. Elles forment quelques bons, et beaucoup de très mauvais, voilà. Hein, et je vois Versailles, c'est pas ça, par exemple. C'est une très bonne école, je pense. C'est vrai qu'on forme peut-être beaucoup
bons architectes, mais on ne forme pas d'excellents, voilà, et on ne forme pas de pirates, justement. À Versailles, c'est vrai que c'est trop génial, parce que là, je vois, j'ai d'anciens étudiants, ils travaillent chez Colas, chez MVRDV, chez Herzog & de Meuron, chez Sana, ils travaillent partout, vous voyez, d'accord. Mais il n'y en a pas encore qui ont vraiment émergé. Et quand je regarde les albums de la chaîne d'architecture, c'est vrai qu'ils viennent plutôt des écoles comme Paris-Van de Seine. Bon, Paris-Van de Seine, je dis que c'était bien tout à l'heure, mais oui, mais je pense que c'est pas une bonne école, c'est vrai, parce que c'est trop une école. Si vous voulez, la pédagogie, c'est pas clair. Alors que Versailles, je peux vous dire, c'est super clair. On a un premier cycle, théoriquement, il est parfait, parce que les étudiants, donc, ils traversent comme ça des enseignements très cohérents, très construits, très homogènes, vous voyez, donc ils les traversent tous. Donc théoriquement, à la fin du premier cycle, les premières années, donc ils ont une vision vraiment panoptique, donc, de tout ce qui peut se faire à l'architecture, parce qu'ils ont eu des profs les plus différents du monde. Versailles, c'est pas du tout une école qui présente un certain courant de pensée, vous voyez, au contraire, il y a 1000 courants de pensée qui sont rassemblés, vous voyez, de l'urbanisme actuel un petit peu colossien, aux gens qui travaillent plutôt sur la forme, à la manière dont on parle, aux gens qui travaillent qui sont complètement dans les nouvelles technologies, et tout ça, effectivement, on peut le traverser donc, quand on est en première année. Donc voilà, donc les étudiants de Versailles, je pense qu'en troisième année, c'est vrai qu'ils ont sûrement plus de connaissances grâce à l'école que les étudiants de Paris-Van de Seine. Tous c'est un peu comme ça, donc le niveau est plutôt bien. C'est une école qui est très rassurante, qui est très maternante, et c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. Oui. Voilà. Parce que je vous dis, quand vous sortez, vous avez votre diplôme, et puis on y est. C'est le vide absolu, ça veut tout construire aujourd'hui. Enfin, du concours qui a été lancé par la Sonate, si vous voulez, vous voyez, donc ils ont défini des terrains qui appartiennent à la ville de Paris, qui sont libres, et à partir de là, donc, il faut donc voir un peu si il faut aller voir des promoteurs, les intéresser au projet, vous voyez. Il faut aussi faire un programme, vous voyez, le programme n'est pas donné. Il faut respecter le règlement urbain, mais le règlement urbain va changer, donc ça veut dire qu'on peut anticiper, et puis imaginer des aménagements. Vous voyez, donc, oui, c'est pas simplement voilà, avoir un programme, un règlement, et puis un coût, et faire le projet. Là, vous faites tout. Si vous voulez, le coût, ça n'a aucun réalisme. C'est-à-dire que pour certains projets, on peut avoir des coûts élevés, totalement exorbitants, et quelque part, plus le projet il est cher, et bien, plus il a des chances de se faire. Mais par exemple, tous les grands projets aujourd'hui, c'est des projets, ce sont des sortes de catastrophes financières, mais quelque part c'est comme ça, parce qu'on n'est pas dans une économie de la rétention, on est dans une économie de la dépense, et il faut dépenser, c'est évident, pour avoir... si on n'est pas... Ce sont des projets qui sont totalement ostentatoires, vous voyez, qui représentent une ville, une région, qui représentent l'État, ou qui représentent maintenant, effectivement, donc, des fondations privées, et qui sont quand même un peu tout financées par l'État, comme la fondation LVMH, ou la fondation PT, et effectivement, ce sont des projets qui ont un rapport au prix qui est pas du tout qui est totalement différent qu'un projet de logement social, par exemple. Voilà. Effectivement, oui, il n'y a plus de frontières étanches, donc il faut savoir faire ça. D'accord. Merci.